province de la Mongala. Un seul titre. Dans ce midi actualité, un incendie a ravagé une grande partie des habitations dans la commune de Limité au quartier industriel précisément. Des dégâts matériels sont importants, des pertes en vies humaines ne sont pas enregistrées, mais quelques blessés quand même. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer. Hier lundi, en début d'après-midi, au palais Kasr Al Watan d'Abu Dhabi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan ont scellé un accord de partenariat économique global. Il s'agit du fruit d'une vision axée sur la transformation locale et des partenariats équilibrés. Les temps forts de cette signature avec Giscard Koussema et Joël Chitwa-Senda. Pour marquer le minerais critiques. Enfin, les derniers MOU signés par la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Aïgana-Gato, concernent le renforcement de la collaboration entre l'Académie diplomatique de la RDC et l'Académie diplomatique Anouar Gargache des Émirats arabes unis. Après cette signature, de nombreuses réactions ont été enregistrées. En voici quelques-unes. C'est un événement historique dans l'histoire récente de la RDC. Vous savez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avait commencé par participer à l'Expo Dubaï 2020 qui avait été organisée en 2021. Et c'est de là que sont nées des grandes idées. La première, c'était effectivement de devoir mobiliser les partenariats d'ici pour construire un port, le port en eau profonde de Banana, en vue de réduire le coût logistique pour que nos produits soient compétitifs. La deuxième, c'était de devoir signer un accord pour d'abord cibler les secteurs de matières premières, parce que vous savez, à l'époque, toutes les matières premières de l'Est transitaient par des pays voisins pour atteindre cet espace. Et là, il a créé Premier Accord pour nous permettre de devoir structurer nos exportations, et on a commencé à exporter près de 9 tonnes d'or au lieu d'une dizaine de kilos qui se faisait pendant beaucoup d'années. Mais avec cette expérience, le président a compris qu'il fallait élargir maintenant la coopération avec les Émiratis à un niveau beaucoup plus global. C'est la raison pour laquelle il a demandé au ministère du Commerce extérieur de devoir commencer les discussions autour d'un accord économique global qui réunit à la fois le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles d'origine pour savoir quels biens devons-nous échanger avec les Émiratis, pour connaître effectivement comment doit se faire le commerce électronique. Et c'est 2 février, la RDC et les Émiratis signent cet accord qui lance un appel à nos opérateurs économiques que désormais nous allons échanger 6000 produits que nous avons transmis à la partie émirati qui vont devoir entrer sur le sol des Émiratis ici. Vous savez qu'ils importent des États-Unis, ils importent de l'Europe, ils importent de l'Inde, ils importent du Brésil. Mais le coût logistique de tout ce qu'ils importent est très très élevé. Voilà pourquoi on a commencé par le port en eau profonde de Banana pour réduire le coût logistique afin de permettre que les produits qui viennent de la RDC entrent ici au moindre coût, devenant ainsi compétitif par rapport aux autres produits à travers le monde. Donc cet accord pour le président, c'est un appel aux investisseurs privés que désormais le marché est là, parce que la trilogie que le président a lancée, c'est la diversification économique, c'est la diversification des marchés et c'est la diversification des partenaires. Et donc nous sommes dans cette trilogie pendant 2 à 3 ans pour permettre que désormais tous les produits de la RDC trouvent des marchés
partout à travers le monde et que le secteur privé se mobilise pour en fait essayer un peu d'accroître nos richesses et cesser d'avoir un produit intérieur brut de l'ordre de 80 milliards pour qu'à l'horizon 2030, nous parlions d'un PIB de 500 milliards. Et je suis convaincu qu'avec ce partenariat qui signe la diversification des marchés des partenaires, la RDC, d'ici 2030, va accroître les volumes de... Ça arrive une fois le centenaire. Le territoire de Bongandanga accueille un chef du gouvernement. Judith Soumino a foulé ses sols et personne n'a voulu rater ce moment. Devant cette foule immense, la première ministre a fait des annonces intéressantes. Bakeroute seront réhabilités. Bongandanga, dans la province de la Mongala. Pour la toute première fois, un premier ministre foule le sol de ce territoire enclavé. Le gouvernement, Judith Soumino Ntuluka y a apporté un message clair: paix, désenclavement et développement local. Arrivée par voie fluviale au village Ngozi, entre Bosso Simba et Bosso Nzanoa, la première ministre a été accueillie par une mobilisation populaire exceptionnelle. Une foule enthousiaste l'a accompagnée dès l'accostage, symbole d'un espoir renouvelé. Accompagnée du gouverneur Jean-Colin Makaka, de plusieurs ministres et élus nationaux, Judith Soumino Ntuluka a annoncé des engagements concrets. Parmi ceux-ci figure le lancement imminent de travaux d'entretien de la route provinciale 309, longue de 125 km entre Ngozi et Bongandanga Centre, ainsi que la construction de près de 70 ponts par l'Office de route, les travaux sur la RN6 Bongandanga Akula et l'acquisition de bacs fluviaux sont également prévus. Tolingi, lancer des travaux, le gouverneur a lobby étude de faisabilité. Salamaki, et là, Bongandanga Tingonzi, 125 km. RN6P, Oekoleka Ana Bongandanga Ti Akula. Wana pe musala wana kalamingi te tozo banda. Pona likamwa baki. Tolobi makamumi bale. 1. Tozo banana nuto bongisa bako ekufaki. 2. Na pesi mitindo deja ndenge mokonzi ya mboka sengaki basomba pe baki ya sika e ya koya ao na Bongandanga. Sur le plan sécuritaire, la première ministre a réaffirmé la mise en place des comités locaux de sécurité appelant à la cohésion nationale et à la cohabitation pacifique entre les communautés. Est-ce que Congo oyo bakoko na biso batikela biso tokoko ikondima ke batu mususu bakokotela biso bazo eteni mabele namoni awa bakutumie bazali bino bakutumie bokoko ikondima oyo nzamba atikela atikela biso bakoko na biso batikela biso tondima. Une action de terrain qui s'inscrit pleinement dans le programme d'action du gouvernement pour un État plus proche du citoyen et un développement durable au cœur du pays. Les travaux du 4e Conseil national de l'Union nationale des infirmiers du Congo sont lancés. Du 4 au 4 février 2026, les participants vont réfléchir sur la réforme syndicale, le rôle de l'Union nationale des infirmiers du Congo dans le renforcement des compétences et la défense des droits professionnels. C'est un reportage de Rodé Panda. Les infirmiers et infirmières du Congo, membres de l'Union nationale des infirmiers du Congo unique, se donnent 3 jours, soit du 2 au 4 février 2026, pour réfléchir sur la réforme syndicale, les rôles de l'unique dans le renforcement des compétences et la défense des droits professionnels. Le secrétaire général de l'unique, Joseph Kibangula Nkoko, qualifie ce conseil organisé à Kinshasa, la capitale, d'un moment décisif de par la valeur et l'importance des réformes engagées. Nous sommes les partenaires du gouvernement à travers le ministère de la fonction publique et de la santé publique, des finances et du budget, avec qui nous avons l'habitude de négocier. Pour être en ordre, nous nous sommes dit nous devons revoir nos textes parce que nous devons nous adapter à la situation actuelle de ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Raison pour laquelle nous avons décidé de nous organiser pendant les 3 jours ici, du 2 au 4, pour réexaminer nos textes qui régissent l'organisation et décider, prendre des résolutions, des recommandations qui seront aussi portées à la connaissance de l'autorité publique. Nous avons 8
matières à examiner. Nous avons les statuts qui ont été retouchés. Nous avons les règlements intérieurs, les règlements administratifs, les manuels de procédure, les règlements électoraux, les codes de bonne conduite. Au cours de ces assises, un accord de principe a été aussi adopté sur la formation de l'intersyndicale du secteur de la santé. 43 éléments de l'AFCM 23 se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo à Uvira. Ils ont été présentés à la presse par le porte-parole Sokola 2 dans le Sud Kivu. Après de lourdes pertes matérielles et humaines infligées aux terroristes RDF M23 AFC et leurs alliés Twirwaneho, Ngomino et Red Tabara par le FARDC au retranchement de Panzéro et ses environs dans les territoires de Fizi, 43 éléments se sont rendus à l'armée républicaine le week-end dernier. Fatigués de conditions misérables, ces rendus sont composés essentiellement des anciens militaires des FARDC, jadis actifs au sein de l'armée loyaliste, bien avant la chute des Goma, présenté à l'état-major Axe Uvira par le porte-parole des opérations militaires, le lieutenant Bouika Longérigen, ces rendus témoignent le calvaire et la vie pénible vécue dans le rang de rebelles hier. Je suis sergent-major Nzungu Zadi Alain de l'unité SECAS du 342e bataillon garnison jadis basé à Goma. Nous nous sommes retrouvés dans les cas des rebelles lors de la chute de Goma. Nous avons manqué où nous enfouir. Les M23 nous avaient pris des forces pour aller suivre une soi-disant formation idéologique à Rumangabo. On vivait des conditions de vie misérables, fouettés chaque jour et torturés comme des esclaves. Lorsque l'opportunité s'est présentée, nous avons pris fuite. Nos instructeurs étaient des militaires rwandais. Lorsque nous étions là-bas, une fois on commettait l'erreur dans l'exercice ou ailleurs, on était tués. Ils avaient creusé des fosses communes où ils enterraient 20 à 50 personnes régulièrement. Depuis que nous nous sommes rendus aux forces gouvernementales, nous mangeons bien et nous sommes en paix parce qu'ici c'est chez nous. J'appelle les autres qui sont encore restés chez l'ennemi de faire tout pour rejoindre nos FARDC. On ne complote jamais contre une république, ni non plus contre les institutions mises en place. Vous avez suivi, tous ces rendus sont des anciens militaires congolais qui étaient actifs dans l'armée congolaise. Ils ont fui les calvaires des rebelles du M23 avec leurs parrains, les forces de défense du Rwanda. Raison pour laquelle, à travers leurs messages, nous alertons encore nos frères à d'autres militaires qui traînent encore les pas dans le cas de l'ennemi, d'utiliser tous les moyens, toutes les voies possibles de rejoindre les gros, les unités régulières de FARDC. C'est ici où ils auront la vie. Rappelons que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent sa mission de neutralisation finale de ces hors-la-loi jusqu'à leur dernier retranchement. Nous nous rendons en Ituri. Privés d'un accès régulier à l'eau potable, les habitants de Djalasiga dans le territoire de Mahagi sont exposés aux maladies hydriques. Sami Adoubango Aoto, député national en vacances parlementaires, a lancé les travaux d'un forage qui prendra en charge près de 24 000 personnes en fourniture d'eau potable. C'est un reportage de Sélimani Junior. La population du centre de négoces de Djalasiga, situé dans le territoire de Mahagi, rencontre d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Les habitants sont contraints de parcourir de longues distances à la recherche de ces denrées rares en s'exposant au risque de contracter de maladies d'origine hydrique. Soucié de préserver la vie des milliers de personnes, l'honorable Sami Adoubango Aoto a lancé le samedi dernier un projet de forage d'eau destiné à desservir près de 24 000 habitants. Cette initiative s'inscrit dans la vision de gouvernance du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et constitue un véritable motif de joie pour la communauté locale. Le besoin est réel. Nous avons juste quelques petites sources d'eau aménagées et non aménagées. Il y a beaucoup de maladies d'origine hydrique, telles que la fièvre typhoïde qui menace ici, donc très bon projet. Ici, à la chefferie d'Ouganda, notre population souffre. Les femmes se battent pour ne fût-ce qu'avoir de l'eau.
Aujourd'hui, si ce projet est arrivé, c'est pour nous un acquis déjà. La même satisfaction a été exprimée par les députés nationaux Bileni Chunyaï ainsi que par la députée provinciale Christelle Maneno Djaoutou. C'est une joie immense que nous soyons unis pour venir lancer ces projets d'eau potable ici. Je vous dis, c'est un coup de maître que le sénateur Samuel Lubango a sorti pour desservir cette population. Ça démontre combien de fois il a les soucis de cette population. Selon l'ingénieur de l'entreprise CBK chargé de l'exécution du projet, le forage sera équipé de 3 bornes fontaines et aura une capacité de production de 20 000 litres d'eau par jour. Au Maniema, ce seront 338 km de routes qui seront réhabilités. Il s'agit de l'axe Kindu, Kibombo, Samba jusqu'à Kasongo et quelques artères de la voirie de la ville de Kindu. Le coup d'envoi des travaux a eu lieu à Shengene devant plusieurs invités. Dans son discours, le professeur Alikiama Sawili, ministre provincial des Finances et gouverneur d'intérim, a indiqué que cette deuxième phase s'inscrit dans la vision du chef de l'État visant à connecter les routes des dessertes agricoles sur fond du gouvernement provincial à travers les taxes conventionnelles initiées par le gouverneur Moussa Kabankoubi Moïse. Le message que l'on donne à la population du Maniema, particulièrement celle qui se trouve sur les tronçons Kindu-Kibombo, c'est de s'approprier les programmes du gouvernement provincial qui fait de la réhabilitation des routes la priorité des priorités afin de sortir cette province dans les désenclavements dans lesquels il se trouve. Effectivement, on ne le dira jamais assez, nous au niveau du gouvernement provincial, nous prônons l'auto-prise en charge. Il a été institué des taxes conventionnelles sur les produits miniers, les produits en rapport avec les hydrocarbures, les ciments, les tabacicoles, afin de prélever une quotité qui devrait être affectée à la réhabilitation des routes. Et ça, nous avons obtenu les quitus de l'Assemblée provinciale du Maniema, la première institution politique. C'est de ces taxes conventionnelles que la province du Maniema dégage des fonds pour la réhabilitation des différentes routes par la méthode IMO, ça veut dire haute intensité de main-d'œuvre. Oui, après, les tronçons ici jusqu'à Kibombo, mais ça va continuer. Pour les lits de Kibombo, Dr Papio Meonga Chopa, le représentant du président de l'Assemblée provinciale, la réhabilitation de ces routes est une nécessité capitale car elles vont relier tous les chefs-lieux des territoires. Il a cependant appelé toute la population du Maniema à continuer de payer les taxes conventionnelles pour permettre au gouvernement provincial du Maniema de désenclaver la province. Il faut noter que ceci intervient après la réception de 500 km de routes réhabilitées sur fonds propres du gouvernement provincial du Maniema. Ça a été une fin de soirée difficile pour les habitants de la commune de Limete au quartier industriel. Des flammes de feu ont ravagé des maisons entières et des véhicules ont été calcinés. Un dépôt de carburant a pris feu et les alentours n'ont pas été épargnés. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, est descendue sur les lieux ce matin pour évaluer les dégâts et établir les responsabilités. La question va rester la même. Qui autorise ces pratiques qui ne finissent pas de créer des désastres? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force détail. La tradition a été respectée à l'école informatique des finances. C'est la salle culturelle du collège Boboto qui a accueilli la collation des gardes académiques pour la clôture de l'année académique 2024-2025. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a rehaussé de sa présence cette cérémonie. La fin a été heureuse pour les étudiants de l'école d'informatique des finances et IFI, malgré de multiples difficultés socio-professionnelles enregistrées durant l'année académique 2024-2025. La détermination et l'engagement du corps professoral et des étudiants ont beaucoup contribué pour la réussite. Après une formation de qualité dont ont bénéficié ces apprenants en informatique, les réformes engagées étaient très utiles pour redonner à cette institution de formation des cadres et agents en informatique ses lettres de noblesse en tant que première école d'informatique en RDC suivant les instructions et orientations du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Devant la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et Recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo, qui a présidé cette cérémonie de collation des grades académiques, assistée du représentant du ministre des Finances, son directeur de cabinet, le directeur général de l'école informatique, a présenté un bilan satisfaisant
des activités académiques. Nous avons clôturé l'année malgré les difficultés et on s'est débrouillé pour former nos jeunes gens jusqu'à terminer l'année académique. C'est pour la première fois depuis la création de l'EFI qui est une collection de grades académiques à ce genre. Les finalistes ont reçu leur diplôme des mains de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et des autorités académiques de l'école d'informatique. Des conseils pour faire valoir les connaissances et compétences acquises avec le sens des responsabilités ont été prodigués aux lauréats, appelés à les confirmer partout où les services les appellera, aussi bien dans les institutions publiques que privées. Lorsque la jeunesse s'invite aux efforts de pacification, le pays se met debout. L'Union des jeunes Congolais pour le changement apporte sa contribution au processus de paix en République démocratique du Congo. Une rencontre des mouvements associatifs des jeunes a été organisée à Kinshasa dans cette perspective. Les détails dans ce reportage. La jeunesse congolaise refuse désormais d'être simple spectatrice du processus de paix. Pour ce faire, de dizaines de jeunes issus d'associations et de mouvements citoyens ont pris d'assaut la salle Tao Hall de la MONUSCO pour passer au crible les accords de paix signés pour la RDC. Initiée par l'Union de jeunes Congolais pour le changement UJCC avec l'appui du Conseil national de la jeunesse, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, un programme soutenu par CAFOD grâce au financement de l'ambassade du Suède à Kinshasa. L'objectif est de permettre aux jeunes d'analyser sans complaisance le mécanisme de paix en cours. C'est dans ce contexte que l'Union des jeunes Congolais pour le changement, en collaboration avec les autres organisations des jeunes à travers le projet Tufaulu Pamoja, a fait le choix clair de passer de la dénonciation à l'action. Notre mission est sans ambiguïté: accompagner la jeunesse congolaise à s'organiser, à se structurer et à assumer pleinement sa responsabilité historique face aux défis congolais. La résolution 2773 impose aujourd'hui au monde et nous offre un cadre politique et diplomatique important pour la recherche de la paix en RDC. Des échanges francs, parfois critiques, où une même exigence revient aller au-delà de signature et de faire la paix, une réalité vécue par des communautés affectées par des années de conflits armés. Dans la province du Haut-Uélé, le taux de prévalence du VIH-Sida est relativement élevé. Sous l'égide du gouverneur Jean Bakomito, il a été lancé la campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire. Première cible, les professionnels de sexe et les consommateurs de drogue par injection. Nathalie Boulakabea pour le reportage. Le ministre provincial des hydrocarbures, Jean-Fiston Batokobe Semende, faisant intérim du gouverneur Jean Bakomito en mission, a officiellement lancé le samedi 31 janvier les activités de sensibilisation et de dépistage volontaire du VIH-Sida. La cérémonie s'est déroulée dans la salle polyvalente de la résidence officielle des gouverneurs, à présence des acteurs impliqués dans les secteurs santé et les personnes ciblées, dont les professionnels des sexes, les homosexuels, les transgenres, ainsi que les drogueurs par injection. Le gouverneur intérimaire a rappelé à cette occasion à l'assistance la menace persistante du VIH dans la province du Haut-Uélé. Jean-Fiston Batokobe s'est d'inviter toute la population à accepter de se faire dépister volontairement. Nous avons encore un long chemin à parcourir. C'est pourquoi le gouvernement provincial du Haut-Uélé a résolument décidé d'étendre et de renforcer les actions en direction des populations clés afin de garantir une réponse plus inclusive, plus équitable et plus efficace face à ces fléaux. J'invite toutes les populations à accepter de se faire dépister volontairement. Le dépistage constitue la première étape essentielle dans la lutte contre le VIH. La connaissance de son statut sérologique permet à chacun et chacune d'adopter des comportements responsables, de se protéger soi-même et de protéger aussi les autres. Les participants ont salué l'initiative avant d'exhorter tous les acteurs impliqués à étendre l'activité dans tous les territoires. Juste après les différentes communications sur ces fléaux, quelques volontaires ont décidé de briser la peur pour se faire dépister sur les champs.
La ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyange Ndambo, est arrivée à Lubumbashi. Elle est dans le Haut-Katanga dans une mission d'itinérance contre la pollution environnementale induite par la production minière. La ministre nationale de l'Environnement et du Développement durable, la professeure Marie Nyange Ndambo, est arrivée à Lubumbashi sous les coups de 17 heures par l'aéroport de Lalano. Marie Nyange Ndambo a été accueillie à l'aéroport de Lalano par les agents et cadres de la coordination de l'environnement du Haut-Katanga. La ministre, Marie Nyange Ndambo, est venue booster son dynamisme pour la sauvegarde de l'environnement au Katanga et qui est pollué par la production minière. Ce choix est dicté par l'urgence qui est des problèmes liés à la déforestation et des problèmes de pollution dans les zones minières. Pendant mon séjour, je viens là réfléchir avec les acteurs clés, dont la FEC, les entreprises concernées et la société civile, y compris l'administration de l'environnement, pour trouver des solutions durables à ces problèmes d'exploitation sauvage des ressources naturelles, de la forêt et puis de la pollution de l'eau due à l'exploitation minière. À la sortie de l'aéroport, elle a été ovationnée par une foule en liesse des membres du parti politique Union populaire africaine, UPA en sigle, qui lui a obligé de faire une marche à pied. Le territoire de Manono vient d'être doté d'un cadre de concertation pour la paix et l'appui au programme CEPAP. Le programme de désarmement, démobilisation PDDRCS a procédé à son installation officielle au cours d'un atelier de vulgarisation de la stratégie nationale du PDDRCS. C'est un reportage de Peggy Mukunda. Les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, à travers sa coordination provinciale du Tanganyika, a procédé dernièrement à l'installation officielle du cadre de concertation pour la paix et l'appui au programme CCPAP à Manono. Cette installation est intervenue à l'issue d'un atelier de vulgarisation de la stratégie nationale du PDDRCS qui a réuni une cinquantaine de participants issus de diverses couches sociales du milieu. Le CCPAP se veut une structure d'accompagnement et d'appui au programme. Il regroupe les services publics de forces vives de la communauté ainsi que les partenaires dans le but de sensibiliser et conscientiser la population ainsi que les groupes armés pour une mise en œuvre efficace du PDDRCS. L'objectif principal de cette structure est de contribuer à l'amélioration de l'environnement sécuritaire à travers des échanges réguliers et inclusifs entre les différentes parties prenantes. Le représentant de l'administrateur du territoire de Manono, Cyprien Kitanga, s'est félicité de cette étape décisive franchie par le PDDRCS en faveur de la restauration d'une paix durable dans ces territoires de Manono, confrontés à la présence de plusieurs groupes armés, dont les Maïmaï, Bakata, Katanga, de Kyungu, Mutanga, Gédéon. Le coordonnateur de la société civile, Force Vive, l'abbé Moïse Kilouba et l'ensemble de toutes les parties prenantes ont salué les efforts consentis par le PDDRCS en vue de son opérationnalisation effective dans les territoires des Manono. La mise en œuvre du PDDRCS à travers ses cadres participatifs et inclusifs de membres de la communauté s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette vision matérialisée sur les terrains par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Mtangantita. Il y avait la tension dans l'air lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc-Sénégal. Jean-Jacques Ndala, arbitre international congolais, était l'homme en noir du match. Malgré la pression, le sifflet congolais n'a pas bronché et c'est la Confédération africaine de football qui l'a confirmé. Retour sur la personnalité de cet arbitre congolais qui a officié les matchs et d'ouverture et de la finale de cette compétition avec Guy Matundu. Jean-Jacques Ndala Ndambo, le sifflet qui redore le blason de la République démocratique du Congo. Lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Royaume chérifien, tous les projecteurs de l'actualité étaient braqués sur lui. Il a veillé à l'équité, au respect des règles, à la justice du football.
Sa désignation par la Confédération africaine de football pour diriger non seulement le match d'ouverture, mais aussi la finale n'est pas le fait du hasard. Elle est un gage de confiance, une reconnaissance. Cette désignation relève d'un message clair. Le sérieux appelle le sérieux. Le jury disciplinaire de la CAF vient de le laver de tout soupçon. Jean-Jacques Ndala, qui a été innocenté, incarne une autre image de la RDC, une image trop souvent éclipsée par les récits de guerre et parfois le fatalisme. Jean-Jacques Ndala Ndambo prouve que la RDC, ce n'est pas seulement la douleur et les crises, c'est aussi l'excellence, la rigueur et la compétence. Dans un univers de football, souvent secoué par la polémique et la suspicion, son nom revient avec un qualificatif rare, incorruptible. Les professionnels et autres acteurs du football saluent un arbitre droit, impartial, juste et constant, qui ne tremble ni devant le star, ni devant les enjeux. Un arbitre qui fait respecter les jeux sans calcul ni compromission. Être arbitre, c'est être capable de décider en une fraction de seconde sous la pression des millions de regards. Jean-Jacques Ndala le fait si bien, avec autorité, dignité et un calme olympien. À travers son sifflet, c'est la RDC qui officie, une RDC travailleuse, une RDC qui gagne le respect par le professionnalisme. Après la CAF, c'est la Fédération congolaise de football qui le félicite. Dans un communiqué officiel, l'instance fêtière du football congolais salue la bravoure d'un arbitre qui a porté haut les couleurs de la RDC sur la scène continentale. Les polémiques n'ont pas entamé le capital de confiance que la fédération a placé en lui. Ce message rappelle que le Congo croit en ses talents, les soutient quand ils sont éprouvés et assume leur excellence quand elle est reconnue. Contesté sur le terrain, examiné par les instances, soutenu par son pays, Jean-Jacques Ndala sort de cette finale grandi et confirmé. D'ailleurs, la CAF désignée parmi les arbitres africains qui vont officier de matchs à la Coupe du Monde au Mexique, aux USA et au Canada. Par son parcours, il rappelle à toute une nation que l'honneur du pays se construit aussi par la droiture, le sérieux, la compétence, la rigueur, le patriotisme et le nationalisme. Jean-Jacques Ndala a mené cette finale avec le calme olympien, comme l'a dit Guy Matundu. Ce calme, c'est celui avec lequel vous avez suivi ce journal. Il est terminé, je vous en rappelle son seul titre. Un incendie a ravagé une grande partie des habitations dans la commune de Limité, précisément au quartier industriel. Des dégâts matériels importants, pas de pertes en vies humaines, mais quelques blessés enregistrés. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise.